Et à présent, le grand témoin, Louis Dauphren. Ce matin, votre grand témoin est Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. Il publie Le Grand Aveuglement, Israël face à l'islam radical. C'est aux éditions Albin Michel. Le pape François a appelé hier à une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde, le 7 octobre, à l'occasion du premier anniversaire des attaques du Hamas en Israël, à un moment où le Proche-Orient est au bord de l'embrasement. Une nécessité, selon le pape, en cette heure dramatique de notre histoire, je le cite, alors que les vents de la guerre et les feux de la violence continuent de bouleverser des peuples et des nations entières. Cette région du monde laisse l'observateur un peu perplexe, en tout cas l'observateur rationnel. Parce que pourquoi juifs et arabes, si on essaie de retrouver un petit peu la racine des choses, veulent-ils mutuellement s'exterminer? Sont-ils au point vraiment d'en arriver à une situation tout à fait extrême, Je pense que c'est le mot qui caractérise ce que nous vivons en ce moment, sachant que c'est Rosh Hashanah en ce moment, le nouvel an juif, et que donc on s'attend à ce que le 7 octobre soit une date clé. Le pape François la célèbre à sa manière et nous invite à le faire. Mais on aurait tendance à penser, peut-être Charles Anderlin va-t-il nous éclairer là-dessus, qu'on a franchi peut-être un point de non-retour. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Et que donc les choses pourraient dégénérer très vite à l'image des missiles qui sont tombés sur Jérusalem. Écoutez, je crois qu'on est déjà dans une situation qui dégénère depuis le 7 octobre de l'année dernière. Dès le 8, le Hezbollah a exprimé son soutien au Hamas en bombardant toutes les localités israéliennes le long de la frontière libanaise. 60 000, 70 000 Israéliens évacués de la région. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre... De la Galilée ? Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre directe entre Israël et l'Iran, et également toutes les organisations et les mouvements que les Iraniens ont mis en place dans ce qu'on appelle le cercle de la haine contre Israël, que ce soit le Hezbollah. Je vous rappelle que le Hezbollah a vu le jour en 83, avec l'arrivée des premiers pasdaran au Liban, qui ont commencé à organiser la communauté chiite contre Israël. Vous avez au Yémen les Houthis, qui dépendent également de l'Iran. Et puis voilà donc une situation qui se détériore de jour en jour. Reste à savoir si on franchira un palier supplémentaire avec des attaques directes d'Israël sur des sites iraniens. À quoi voyez-vous qu'elle se détériore vous-même, vous qui vivez à Jérusalem? Écoutez, c'est la montée de la violence, des missiles de plus en plus nombreux à tomber des deux côtés. Les Israéliens, je vous le rappelle, ont procédé à une frappe majeure au Yémen contre des sites stratégiques des Houthim, des sites qui se trouvent à 900 km d'Israël, vous faites le compte, 1800 km, c'est à peu près également la distance entre Israël et l'Iran. Donc cela risque effectivement d'arriver, avec des menaces iraniennes, de procéder à des ripostes supplémentaires, par exemple contre les exportations de pétrole saoudiennes ou des Émirats arabes unis. Donc oui, tout peut encore exploser. Maintenant, de là à ce que l'Iran se mette vraiment à bouger... Écoutez, ils ont déjà bougé. 2 reprises, vous avez des missiles qui ont été tirés en direction d'Israël. Et là, il faut quand même rappeler qu'il y a une coalition régionale anti-iranienne qui a participé à la défense d'Israël. Ce n'est pas seulement la défense anti-aérienne, anti-missile israélienne qui est agie. Vous avez eu les Américains, l'aviation américaine qui est intervenue. Vous avez eu les Jordaniens, l'armée de l'air jordanienne a participé à la lutte contre les missiles iraniens. Il y a eu des radars saoudiens qui ont participé. Il y a une alliance anti-iranienne de protection d'Israël qui a été mise en place et qui est bien réelle. Et que d'ailleurs, M. Netanyahou n'a jamais remercié. Comment se fait-il, Charles Anderlin, question un petit peu annexe, mais comment se fait-il que la Jordanie, que vous citez, soit un pays aussi stable, alors que le Liban aurait pu connaître une situation comparable, aurait dû même? Écoutez, la Jordanie, d'abord, c'est le roi. Deuxièmement, c'est un soutien américain. Et puis, vous savez, toute la région craint la grande escalade. Parce qu'il y a un moment donné, on a quand même affaire à un État d'Israël qui, dit-on, dispose de l'arme nucléaire. Donc, acculer un État qui a l'arme nucléaire, on ne joue pas avec lui. Donc tout le monde tient à ce qu'Israël ne se trouve pas dans une situation où risquerait de réagir au-delà de ce qui est possible et accepté. Et vous pensez qu'Israël pourrait en faire usage ? Je ne crois pas, je ne pense pas. En tout cas, c'est une menace omniprésente et ça, c'est certainement dans l'esprit des Américains. Maintenant, quand même, les Iraniens, le Hezbollah a quand même tué pas mal d'Américains,
pas mal de Français. Souvenez-vous des otages au Liban. Souvenez-vous du Dakar, des dizaines de militaires français tués. L'Iran est violemment anti-américain, donc cette alliance est contre le djihadisme iranien. Et l'issue de la présidentielle américaine ne changera pas la donne, Charles Anderlin? Ah, ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de positionnement entre Kamala Harris et Donald Trump? Je ne sais pas. Donald Trump est souvent difficile à cerner. Il avait déjà déclaré que lui fera un accord avec l'Iran. Ensuite, il a annoncé que lui détruirait l'Iran. Oui, donc point d'interrogation. Oui. Quand vous dites aveuglement, c'est l'aveuglement de qui? L'aveuglement de tous ceux qui ne comprennent pas le fondamentalisme, qu'il soit juif ou islamique. Par exemple, Benjamin Netanyahou, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2009, a poursuivi la stratégie mise en place par Ariel Sharon de laisser Gaza au Hamas, étant entendu que si le Hamas gère Gaza, il faut lui permettre de recevoir des fonds, il ne faut pas trop bombarder Gaza, cela permet d'affaiblir l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et donc d'empêcher l'État palestinien. C'est la grande idée de base. Mais au fond, Netanyahou et les services de renseignement israéliens n'ont pas compris l'aspect purement intégriste islamique du Hamas, c'est-à-dire le cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, avait prévu, selon sa théologie, qu'en 2027, Israël sera détruit. Et pour les théologiens du Hamas, cette période arrive maintenant. Et l'attaque du 7 octobre de l'année dernière avait été annoncée pas en des termes religieux, en citant le Coran par plusieurs personnalités du Hamas. Donc d'un côté, vous croyez que en permettant au Hamas de recevoir des fonds, en autorisant des ouvriers de Gaza d'aller travailler en Israël, vous vous dites, le Hamas restera dans Gaza et s'occupe uniquement de gérer. Non, le Hamas veut détruire Israël. Maintenant, il y a également un fondamentalisme juif. Il faut quand même vous rappeler, en 1994, le terroriste juif Baruch Goldstein massacre 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches à Hébron. Ça a déclenché une campagne de terrorisme suicide de la part du Hamas. C'est un sioniste religieux, Yigal Amir, qui a assassiné Yitzhak Rabin. Donc, il y a les deux fondamentalismes qui sont en marche et tout cela risque de se retrouver autour de cet élément fondamental, de cette ligne de fracture entre le judaïsme et l'islam, la Sainte Mosquée, Al-Aqsa, qui est le mont du Temple pour le judaïsme. Et tout risque de se retrouver autour de ce problème fondamental qui est religieux, qui est fondamentaliste. On a tous beaucoup de mal, surtout quand on a été élevé à l'occidental, à comprendre le fondamentalisme, qu'il soit islamique ou juif. Un fondamentaliste est capable de mourir pour sa religion, pour s'exprimer. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Pour comprendre le monde, Charles Anderlin, les journalistes devraient faire de la théologie. Absolument. Ça, c'est une matière qui manque dans les écoles de journalisme. Vous pourriez la suggérer. Il faut lire les textes religieux. Il faut lire la charte du Hamas de 1988, le document supplémentaire du Hamas de 2017. En 2017 aussi, non seulement le Hamas a publié un texte en arabe et en anglais, c'est-à-dire destiné aux Occidentaux, mais vous avez Bezalel Smotrich, colon radical, qui publie également un grand texte, Comment vaincre les Arabes, c'est-à-dire la Palestine n'existe pas, c'est seulement la terre d'Israël, et les Palestiniens, les Arabes qui habitent la terre d'Israël, doivent soit se soumettre, soit partir. Donc on a ces deux fondamentalistes qui, en 2017, publient chacun un texte, d'ailleurs, Smotrich, c'était en hébreu et en anglais, pour que tout le monde bien comprenne. Donc là, on se retrouve face, effectivement, à ce qui s'annonce de plus en plus vers un affrontement entre les religions. Et pourtant, Charles Anderlin, il y a une société civile israélienne qui est beaucoup plus plurielle qu'on ne le dit. Il y a même un christianisme en Israël qui est assez pluriel, du fait de l'immigration assez nombreuse dans ce pays. Il y a des Philippins en particulier, etc., comme dans les pays du Moyen-Orient, enfin du Golfe. Et cette société-là, qui a beaucoup d'idées, semble-t-il, pour l'avenir du pays, elle n'a pas tellement de voix au chapitre politique.
Écoutez, politiquement, Israël, les élections, c'est la proportionnelle intégrale, des coalitions qui sont extrêmement solides. En 2022, Netanyahou a mis sur pied la coalition parlementaire dont il rêvait. Le Likoud, qui est aujourd'hui très nationaliste, beaucoup plus que par le passé, qui par exemple rejette la grande notion d'un judiciaire prépondérant dans l'État d'Israël. Vous avez les sionistes religieux avec les colons les plus radicaux, à qui Netanyahou a donné des postes clés. Smotrich, c'est les finances, c'est un poste de ministre délégué à la défense, où il est responsable de la gestion des populations en Cisjordanie, c'est-à-dire développer la colonisation et réprimer les Palestiniens. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, héritier idéologique du rabbin raciste Meir Kahana, qui aujourd'hui a littéralement transformé la police, qui est une police à ses ordres. Et puis vous avez les ultra-orthodoxes qui, eux, siègent au gouvernement. C'est quand même une situation assez incroyable où vous avez... Et qui ont beaucoup d'enfants. Oui, bien sûr, mais c'est par exemple au gouvernement, vous avez des ministres ultra-orthodoxes qui n'ont jamais fait l'armée, qui exigent de l'État qu'ils dispensent leurs étudiants d'école talmudique de service militaire, financés par l'État, et qui décident d'envoyer au combat des jeunes Israéliens laïcs ou observants, alors qu'eux-mêmes refusent complètement de participer à cet effort national. Vous savez, l'armée israélienne, depuis le début de cette guerre, a perdu l'équivalent à peu près de 2 brigades, c'est-à-dire des morts, des blessés, des gens qui sont en post-trauma, alors qu'il y a 160 000 étudiants d'écoles talmudiques qui sont dispensés de service militaire. C'est une situation de discrimination fondamentale au sein de la société israélienne. Et vous savez, pour moi, la menace existentielle face à Israël, ce n'est pas l'Iran. Israël, il y aura finalement, on va arriver à un accord ou à un calme, un cessez-le-feu. Même chose avec le Liban et Gaza. Il faudra bien trouver aussi un accord. La menace existentielle pour Israël, elle est interne. Où va la société israélienne? Entre les ultra-orthodoxes et une grande partie des sionistes religieux qui souvent ne sont pas prêts à apporter leur contribution à l'économie nationale et à la défense du pays, et puis les jeunes qui sont obligés, eux, de le faire, et qui commencent d'ailleurs souvent à partir. Et les Russes, où se situent-ils? Il y a quand même 1 million de Russes. Oui, écoutez, ils sont comme les autres Israéliens, ils sont pour la plupart assez intégrés. Charles Anderlin, les Juifs attendent toujours le Messie? C'est fondamental. Maintenant, vous avez les sionistes religieux, eux, pensent que c'est maintenant, et qu'on y arrive. Avec qui? C'est la vision des sionistes religieux, c'est la vision de l'Institut du Temple. Le soir des élections du 1er novembre 2022, Itamar Ben-Gvir a été fêté par les responsables de l'Institut du Temple, de l'Institut pour la reconstruction du Temple. Selon les calculs je dirais même pas des kabbalistes, mais des rabbins du sionisme religieux, nous sommes dans la période eschatologique, et tout ce qui se passe maintenant fait partie de ce grand mouvement qui a été analysé et préparé par le fameux rabbin Kook, qui a été le premier grand rabbin de Palestine dans les années 30. Comme James Cook? Oui. Ça s'écrit de la même manière. Son fils a dirigé une petite école talmudique, d'où sont sortis tous les sionistes religieux qui ont créé les colonies en Cisjordanie, et c'est la vision actuelle de cette portion de la société israélienne. Donc le logiciel qui fait tourner aujourd'hui la société israélienne, c'est cette tendance-là? Pas la société, elle ne fait pas tourner, elle fait tourner les sionistes religieux. Vous avez une société israélienne qui est également laïque. Après la mise en place du gouvernement annexionniste de droite et souvent raciste de Benjamin Netanyahou à la fin 2022, des grandes manifestations pro-démocratie ont commencé en Israël, rassemblant des centaines de milliers d'Israéliens qui se battent pour la démocratie en Israël. Aujourd'hui, on n'y va pas parce que cette coalition de 64 députés sur 120, selon tous les sondages, perdra les élections en cas de scrutin. Donc ils n'ont aucune
intention de procéder à des élections dans un avenir proche parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre. Donc, rester au pouvoir et puis transformer les institutions de l'État, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le rapport, dernière question, Charles Anderlin, de la population aux Palestiniens, c'est le même qu'on soit religieux ou pas religieux en Israël? Écoutez, ça dépend. Vous avez des racistes anti-palestiniens, anti-arabes. C'est le cas d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich qui le déclarent ouvertement. Vous avez des associations de gauche et laïques qui d'ailleurs participent à l'aide aux Palestiniens, manifestent pour un État palestinien. La société, de ce point de vue, est assez morcelée. Mais quand on est plus à gauche, on est plus pro-palestinien. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même la religion, c'est le rapport à la religion qui est aussi un fondement de l'exclusivisme. Oui, maintenant vous avez également une religion beaucoup plus modérée qui aujourd'hui est plutôt en perte de vitesse. Merci beaucoup pour votre analyse, Charles Anderlin. Charles Anderlin, donc, qui publie Le Grand Aveuglement. C'est aux éditions Albin Michel, pour revenir sur ce conflit entre Israël et ce conflit au Proche-Orient. Merci beaucoup.